aimables téléspectateurs, amis d'Interline, amis de la lecture. Interline est de retour dans vos maisons, Interline est de retour sur vos écrans, avec ce livre de Monsieur Théodore Ngoyi Lubaba, je dirais l'ingénieur Théodore Ngoyi Lubaba, Afrique noire, du refus du développement à la résignation. Vous êtes ingénieur métallurgiste de la faculté polytechnique de Mons, en Belgique, diplôme que vous avez obtenu en 1972. Exact. Et votre travail de fin d'études, je veux dire son caractère original, a fait de vous le premier lauréat du prix de l'Union belge des métaux non ferreux. Et vous revenez au pays l'année suivante, en 1973, où vous travaillez à la Siderna, Sidérurgie nationale, de 1973 à 1975. C'est bien ça. Voilà. Et de 1976 à 1999, vous travaillez à la Sofidé comme directeur des opérations. Et maintenant, vous êtes retraité. Retraité, mais vous ne lâchez rien. Vous êtes toujours sous le feu de l'action. Et vous venez de créer un bureau conseil pour aider, on va dire, au développement de notre pays. C'est bien cela. Et je pourrais peut-être ajouter tout simplement que c'est mon souci de transmettre. Je n'ai pas la prétention, bien sûr, d'être omniscient, mais je suis conscient que mon passage à la sidérurgie de Maluku, ainsi que mon passage à la Sofidé, ces deux passages font de moi quelqu'un qui est passé de l'ingénieur pur à un expert de développement. Alors je pense que toutes ces connaissances méritent d'être débattues et d'être placées à témoignage à qui veut l'entendre, à qui veut en discuter. Justement, cette expérience accumulée, tout ce temps que vous avez mis au service de la nation à travers votre passage aussi bien à la Siderna qu'à la Sofidé. En fait, ce livre, Afrique noire, c'est en même temps comme un témoignage de votre passage dans ces deux sociétés d'État, mais aussi qui ont suscité en vous certaines interrogations. Et quand vous demandez si on est parti, si aujourd'hui on est à l'étape du refus du développement ou de la résignation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous parlez du refus du développement? Est-ce qu'on peut refuser de se développer? Personne ne peut refuser le développement. C'est même dans le langage courant de nos politiciens ou de ceux qui nous gouvernent. Chacun y va de sa détermination à développer. Mais les constats est parfois amer. Au point qu'on peut se poser la question. Au point qu'on peut se poser la question. En se demandant, mais ce que nous voyons comme élément de développement, est-ce que tout le monde le voit, ceux qui nous gouvernent et ceux qui ont le pouvoir, à qui le peuple a donné le pouvoir de nous gouverner, est-ce qu'ils voient ça de la même manière que nous ou pas? Et le titre concerne l'Afrique noire parce que j'ai essayé de balayer ce qui est fait en Afrique noire en matière de développement tout court. Mais le développement tout court, à l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans cette voie, le développement est tributaire de l'implantation de l'acier. Parce que l'acier, c'est le moteur et c'est l'outil principal du développement industriel, c'est vrai, mais le développement industriel par l'acier, c'est ça qui va créer toute une série d'industries induites, des effets secondaires. En matière de main-d'œuvre, ce sont des usines généralement qui emploient une main-d'œuvre abondante. Des centaines. Des centaines, des milliers parfois. Par conséquent, c'est un outil de résorption du chômage important.
quand quelqu'un quitte le chômage et il va travailler, ça signifie qu'il se développe. Il peut faire beaucoup de choses. Et puis, l'acier, c'est l'acier qui crée les moteurs, les infrastructures. C'est un peu comme l'outil qui va créer la circulation du sang dans les pays. Okay. Prenons par exemple une utilisation importante de l'acier qui est le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est le moyen de transport le plus économique qui soit et le plus rapide. Les avions, bien sûr, vont très vite, mais ils transportent un tonnage limité. Aujourd'hui, on parle de préservation de l'environnement et tout ça. Le train électrique est moins polluant. Et le train électrique est moins polluant. Donc, notre pays qui est aussi vaste qu'un continent, nous devons absolument avoir des mailles de chemin de fer. Quelqu'un l'avait dit à l'époque, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Pas un penny. Et il a raison. Et il a raison. Et l'acier, donc le rail, c'est un produit extrêmement pondéreux, c'est-à-dire ça pèse lourd et ça coûte cher. Aucun pays du monde n'a intérêt à l'importer sur son sol. Si seulement, si naturellement, il a les possibilités d'en fabriquer localement. Oui. Et nous, au Congo, nous avons la possibilité d'en fabriquer. C'est vrai que l'usine sidérurgique de Maluku, dans sa première phase, n'a pas prévu de fabriquer le rail. L'usine s'est orientée plutôt vers ce qu'on appelle les petits fers, c'est-à-dire les ronds en béton, les cornières, les fertés, les fers plats. Ce n'est déjà pas là le point de départ d'une sorte de dérapage ou d'une navigation à vue. Quand je lis votre préfacier, Afrique noire, et je ne l'ai pas dit peut-être au début, mais elle a édité chez 10 livres en 2016. Et votre préfacier, qui s'appelle Poté Adjaouté, il dit par exemple que lorsqu'on connaît les causes d'un mal, après avoir diagnostiqué, quand on connaît le diagnostic, on a déjà une idée du remède. Exact. Et donc, ne pas exploiter, ne pas utiliser le remède, cela nous amène à ce qu'on a dit tout à l'heure, le refus de développement, le refus de soigner. Tout à fait. Parce qu'on connaît la cause, on doit connaître l'antidote, on va dire. Mais on va pas l'utiliser. Ça crée, évidemment, ça suscite, enfin, ça nous pousse à penser à un refus de développement parce qu'on a déjà un moniteur, on a un tableau devant nous qu'on ne veut pas exploiter. Et puis, surtout aussi, si on examine l'environnement, le monde dans son intégrité, on constate que les pays qui se sont développés, les pays jeunes, je parle des pays dits émergents, ces pays-là ont développé tous, je dis bien tous, ils ont développé une sidérurgie qui les a portés vers le haut. Vous parlez du Brésil, le Brésil, Mexique. Du Mexique, la Corée du Sud, vous savez, elle était pratiquement à notre niveau en 1960. Oui. Mais aujourd'hui, regardez la Corée du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, plus près de nous. Donc, l'acier, c'est vraiment l'outil principal. L'outil principal pour pouvoir aller de l'avant. Mais je suis content que le président, j'ai vu dans une des réunions du Conseil des ministres, le président dit qu'il faut relancer la sidérurgie de Maluku. Okay. Je suis d'accord, effectivement, il faut la relancer. Mais il ne faut pas la relancer à l'identique. Exact. Il ne faut pas la relancer à l'identique puisque... Parce qu'on va revenir pour dire qu'on connaît la cause de la chute de la sidérurgie. Pourquoi on n'est pas arrivé au résultat attendu. Maintenant, il faut refaire les choses autrement. Agir autrement, vous l'avez dit. Agir autrement, à la fin. Donc, pour Maluku, je pense qu'il y a un diagnostic qui a été posé. Oui. J'ai eu la chance, l'honneur de faire un diagnostic opérationnel et technique de l'usine de Maluku
à la demande des copyrep. Hein, donc, ma conclusion était qu'il fallait relancer l'usine de Maluku en faisant certaines choses, certains programmes que j'avais soumis à l'époque. Et je pense que les gouvernements doivent, dans ces archives, trouver ces rapports. Il disait quoi en résumé, si on peut savoir. Évidemment, vous n'en parlez pas dans le livre, mais puisque vous suscitez... Je n'en parle pas dans le livre, mais c'était un rapport que j'avais fait à mon donneur d'ordre qui était copyright à l'époque. Donc, je l'ai fait à son temps. Mais en résumé, je disais que l'usine de Maluku a été en quelque sorte piégée à son départ. Il y avait plusieurs obstacles qui ont été dressés à son épanouissement normal, en commençant par l'identification du projet lui-même. Ce projet avait retenu 2 usines, parce que les gens l'ignorent, mais à Maluku, il y a 2 usines en fait, qui sont parallèles. Si vous allez sur le site, vous verrez des grands bâtiments parallèles. Il y a l'usine à chaux, c'est-à-dire l'acierie et les laminoirs. Hein, c'est cette usine qui fabrique effectivement des ronds en béton, des cornières et tous les autres. Et il y a une usine qu'on appelle laminoir à froid. Laminoir à froid, à mon sens, ne devait pas voir le jour à cet instant-là. Peut-être plus tard. Donc, il aurait fallu s'arrêter à l'usine, à l'acierie et l'usine à chaux. Pourquoi? Parce que l'usine à froid, les laminaires à froid, était tributaire de beaucoup d'importations. C'était dans un contexte où les devises étaient de plus en plus rares dans notre pays. C'est là où j'ai dit qu'il y avait un piège, qu'on puisse globaliser les besoins de l'usine en se basant sur la partie froide. Si la partie froide avait été différée, à mon sens, c'était mieux. Mais ce n'est pas le seul élément, le seul obstacle. Il y avait un autre obstacle aussi en ce qui concerne la nécessité de lancer 2 sociétés pratiquement au même moment sur le site de Maluku. Oui. Il y avait la Siderna, qui était mon employeur, société d'État, propriétaire de l'usine. Et la Socidaire. Et la Socidaire, société d'exploitation d'économie mixte. La Siderna devait poursuivre son rôle au-delà de l'usine de Maluku. C'est-à-dire aller jusqu'à promouvoir le traitement du minerai de fer congolais qu'on trouve en termes vraiment en teneur assez appréciable à Banalia notamment, donc dans la province de Chopo maintenant. Oui. Et à Luebo, dans les Kasaï. Donc, nous avons des jugements. Naturellement, il y a des éléments aussi, et ça, les métallurgistes comprendront. Nous avons également des éléments réducteurs du fer, c'est-à-dire pour fabriquer la fonte, l'acier, tous ces éléments-là. Donc, techniquement, la chose est possible. C'est pour ça que je me suis dit, la Siderna aurait dû poursuivre son travail, mais quand l'usine de Maluku a été livrée à l'exploitation au niveau donc de la Socidaire, qui était une société mixte, contrôlée à l'époque, dirigée surtout par les Italiens, Siderna s'est transformé tout simplement en commerçant d'acheter ses produits et les vendre. Et donc, son rôle a pris fin, et ça, c'est une erreur aussi. Donc, si on relance l'usine de Maluku en répétant les mêmes erreurs, à mon sens, nous risquons de connaître des difficultés. Parce que l'usine de Maluku, c'est le premier maillon de la chaîne. Oui. Alors, ça devait être complété, donc, en amont, par le traitement des minerais de fer, qui devait être traité pour venir remplacer progressivement la mitraille. La mitraille qui est enfournée à Maluku au départ. Oui. C'est pour ça que le projet de Maluku devait voir le jour. Je suis d'accord, c'était un bon choix, mais c'était un choix qu'on devait poursuivre comme étant un projet d'ensemble. Donc il ne faut pas considérer Maluku comme une fonderie, une usine unique qu'on peut relancer, faire des types. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et on n'est pas arrivé au bout du projet, on va dire. On n'est pas arrivé au bout du projet. On n'est pas arrivé au bout du projet.
Mais alors, lorsqu'on cherche les causes, lorsque vous cherchez les causes de tout ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui, vous remontez très loin jusque dans la société avant la colonisation. Vous posez que nos ancêtres traitaient le fer déjà. Oui, absolument. Mais qu'à un moment donné, cet élan a été freiné. Et non seulement qu'ils traitaient, mais qu'ils développaient leurs techniques. Oui. On va dire les technologies. La technologie. À l'époque, à leur manière. Oui. Mais cet élan a été freiné par deux événements malheureux. La traite des Noirs d'abord, et ensuite la colonisation. Absolument. Ils ont fait une sorte de, vous avez dit, vous dites en page 40, une sorte de tabula rasa. Absolument. Tout ce qui existait à l'époque avait été freiné, bloqué. Ben oui, parce qu'il fallait vendre des produits similaires, soi-disant de meilleure qualité. Parce que ça faisait concurrence. Ah ben oui, nous entrons dans le monde purement de concurrence d'intérêts. Donc les intérêts des colonisateurs étaient qu'ils vendent leurs produits. Et que dans tous les cas, c'est vrai, la qualité technique de ce que nos ancêtres fabriquaient n'était pas la meilleure. Mais il y avait deux attitudes possibles de la part du colonisateur. Partir de ce qui existait. Partir de ce qui existait pour améliorer, pour porter ça à leur niveau. Oui. Hein? Ou tout simplement les raser et remplacer par les leurs. C'est ce qu'ils ont préféré faire. Ils ont préféré raser. Mais ils avaient la possibilité de dire, bon non, écoutez, ce que vous faites c'est bien, mais vous savez qu'on peut améliorer en faisant comme ceci, parce que nous le faisons déjà chez nous. Ils sont allés jusqu'à faire croire à nos ancêtres que c'était de la sorcellerie, et que le mieux à faire c'était de suivre leur technologie à eux, leur pratique à eux. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine de la métallurgie, hein. Ils l'ont fait dans plusieurs domaines. Ben oui, c'était une attitude générale qu'ils avaient, de la fameuse tabula rasa. Et les fondeurs, les grands métallurgistes de l'époque, ont souffert du fait qu'ils avaient une certaine influence spiritualiste. Donc, ils étaient assez forts. Oui. Alors, c'était facile de les confondre avec les fétichistes, tout ça, des gens qu'il fallait abattre. Parce qu'ils avaient une influence sur le reste de la population. C'était vraiment une caste de chefs. Si eux-mêmes n'étaient pas chefs, ils étaient protégés par les chefs. C'était pas n'importe qui. Dans le village, il était à côté du roi. Il était dans la cour du roi. Il était parmi les protégés du roi. Parmi les protégés du roi, absolument. Alors, on est toujours dans la recherche des causes. Et en page 43, vous dites c'est vrai, vous posez que c'est vrai, ce sont les colons, les esclavagistes qui ont freiné l'élan du développement de la technologie africaine à l'époque en matière de fer. Prenons, pour ne prendre que cet exemple-là, oui, mais il y a aussi la part des dirigeants africains aujourd'hui. Absolument. Absolument, parce que eux, ils comprennent comment on peut développer un pays. Ils savent. Oui. Ils comprennent, ils savent, ils voient. Hein? Vous avez dit, ils le savent, ils voient, mais ils acceptent l'inacceptable. Ils acceptent l'inacceptable. Bon, l'inacceptable, je vais vous dire une chose qui est assez bizarre. Est-ce que vous verrez que les colonialistes en général, que ce soit les anglo-saxons ou les Belges qui nous ont colonisés, ils ont développé la métallurgie de certains métaux, de certains minéraux, les cuivres, les cobaltes, les plombs, les zinc, les aérétins. Ils ont fait quelque chose. Mais je me posais pourquoi n'ont-ils pas développé le fer, qui est aussi abondant, oui, et qui affleure parfois à la surface, tout simplement. Et dont on a besoin dont on a besoin pour l'acier. Voilà. À mon sens, parce que ils savaient très bien que en mettant la métallurgie de fer qu'on appelle la sidérurgie, donc en mettant ça en place, vous ne pouvez qu'arriver à des produits commercialisables pour développer les pays. Je m'explique. Quand
vous faites la métallurgie du fer, vous ne pouvez pas l'interrompre chemin faisant. Il faut arriver jusqu'au bout. Il faut arriver jusqu'au bout. Et au bout, c'est le développement de... Au bout, c'est les produits tels que les rails dont nous avons parlé. Exact. Au bout, c'est les produits tels que les grandes poutrelles qui font les ponts. Oui. Les bouts, ce sont des cornières avec lesquelles vous allez faire des pilotes. Et la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est qu'on n'aille plus acheter chez eux. La crainte est que, bon, d'abord, ils en fabriquaient. Ouais. Il ne faut pas oublier que la sidérurgie européenne, occidentale en général, était déjà De la concurrence. Bon, il y a la concurrence, mais surtout, il y a le fait que si vous développez donc l'acier et la sidérurgie dans un pays en voie de développement, ces pays-là vont se développer très fort. C'est très fort. Vous vous imaginez si on avait des mailles, des chemins de fer qui relient Kananga, Mbandaka, Kisangani et tout ça, où on peut voyager en un seul jour, les biens et les peuples et la population. Tout à l'heure, nous avons parlé de la notion de time is money. Oui. Alors, vous voyez la puissance financière qu'on acquiert du fait seulement que cette communication est possible. C'est possible. Vous voyez la production, les fameux PIB dont parlent les économistes, mais ça va augmenter fortement. Et ils n'avaient pas, à mon sens, les colonialistes n'avaient pas intérêt à ce que ça soit ainsi. Ils voulaient faire peut-être quelque chose de progressif, c'est possible, ou bien ils ne voulaient pas créer quelque chose qui pourrait être concurrentiel à ce qu'eux-mêmes fabriquent. L'inacceptable, c'est aussi lorsque l'Occident nous dit à nos dirigeants que la consommation nationale est faible, oui, qu'il n'y a pas d'offre nationale, donc autant ne pas s'en occuper. Parce que il y a pas un marché, en fait. Et pourtant. Si vous voulez, vous soulevez là un problème qui s'est posé dans les années 1963, je crois, ou 64. Certains chefs d'État africains ils ont fait une conférence pour essayer de lancer la sidérurgie, vraiment la vraie sidérurgie dans les pays africains. Oui. Et la première région qui avait été identifiée, c'est la région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ils ont soumis les projets en étude. Donc, ils ont recruté donc, des bureaux conseils, des bureaux d'études, je crois français, en tout cas, c'était dirigé par des Français. Et la conclusion de ces bureaux d'études en ce qui concerne l'installation de la sidérurgie était que le marché était... Comment peut-on imaginer que dans une partie aussi importante, dans un continent aussi grand, il n'y ait pas un marché pour... Voilà. Parce qu'ils ne parlaient pas, ils ont vu l'aspect mercantile seulement. Oui. Ils n'ont pas vu l'aspect développé. Je vous donnerai l'exemple du Grand-Duché de Luxembourg, un pays européen, avec, je pense, moins d'1 million d'habitants. Mais savez-vous qu'au Luxembourg, il y a une très grande sidérurgie qui fabrique des millions de tonnes d'acier. Est-ce que c'est pour vendre au Luxembourg? Non. En fait, quand on veut devenir grand, et surtout, nous avons des besoins de nous développer, de créer nos mailles de circulation interrégionales, puisque c'était là les projets. Bon. On leur a dit que non, le marché n'est pas suffisant. Vous pouvez faire une petite sidérurgie, mais bon, ne pensez pas faire la grande... Ne faites pas aussi grand que nous. Ne faites pas comme nous. Nous devons rester grands. Nous sommes prêts à vous vendre. Nous allons vous vendre à bon prix, on peut négocier. Et c'est là où je dis que non, là, c'est un marché des dupes un peu. Donc, et c'est là que vous condamnez nos dirigeants. Ah oui, nos dirigeants doivent défendre un ancrage des industries chez nous.